Imagine l'histoire d'une jeune fille qui a d'abord été enrôlée dans les jeunesses hitlériennes avant de devenir l'une des plus courageuses résistantes au régime nazi. Une jeune fille qui a vu son frère emprisonné pour avoir lu un simple livre. Une jeune fille qui a participé à la création d'un groupe de résistance dans un contexte de répression impitoyable. Une jeune fille qui a tout simplement préféré donner sa vie pour combattre ses idées plutôt que de se taire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire trop peu connue de Sophie Scholl. Tiens, et avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que ça te dirait de recevoir une surprise? Parce qu'aujourd'hui, avec HelloFresh, on t'a concocté un truc trop cool. Pour rappel, HelloFresh, c'est trop pratique, c'est un service qui te permet d'arrêter de penser à faire tes courses et en même temps de cuisiner des recettes équilibrées et ultra gourmandes. Et uniquement en ce moment, en entrant le code HelloCésar ou en scannant ce QR code qui s'affiche, tu recevras une surprise à chaque commande. Et en plus de ça, ta première box, elle est à partir de moins de 3 € par portion, donc ultra bénéf. Et pour faire ça, c'est ultra simple. D'abord, tu commandes ta box HelloFresh en entrant mon code promo HelloCésar. Ensuite, tu sélectionnes le nombre de recettes et de personnes que tu souhaites. Tu choisis ton cadeau parmi toute la sélection, donc par exemple le Trianon chocolat, cacahuète et caramel ici, ou bien des pains bagel par exemple. Et hop, tu recevras ça chez toi tranquillement. Alors évidemment, tant que tu maintiens ton abonnement HelloFresh, tu recevras un cadeau et tu peux le changer chaque semaine. Mais attention, tu as jusqu'au 20 octobre pour en profiter. Bon, je vais pas te mentir, moi j'ai testé HelloFresh et c'est incroyable. Chaque semaine tu reçois ta box avec des produits de qualité, pile ce qu'il faut pour ne pas avoir à faire de courses et pour ne pas gaspiller. Cette semaine par exemple, je me suis fait des petites nouilles aux crevettes incroyables et ultra simples à cuisiner. Donc si tu veux te procurer ta box HelloFresh, n'oublie pas mon code HelloCésar pour recevoir ta surprise et nous on replonge dans l'histoire de Sophie Scholl. Bon, Sophie Scholl, elle naît le 9 mai 1921 à Fortenberg près de Stuttgart en Allemagne. À ce moment-là, la Première Guerre mondiale, elle est terminée et ailleurs en Europe, c'est le temps des années folles. Mais en Allemagne, c'est un peu particulier. L'humiliation du traité de Versailles et la crise économique pèsent encore très lourd. Bon, malgré tout ça, malgré le contexte difficile, la famille Scholl, elle, reste soudée et mène une vie heureuse. En 1931, Sophie a alors 10 ans et la famille décide de déménager à Ulm en Bavière. Et c'est à ce moment-là que le contexte politique bouge énormément. La crise de 1929 a fracturé le pays et le NSDAP, qui est le parti d'Adolf Hitler, ne cesse de grimper. En 1932 d'ailleurs, il obtient carrément un tiers des voix aux législatives. Et l'année suivante, Hitler est nommé chancelier de la République de Weimar. Et très vite, ce dernier liquide ce qu'il reste de démocratie pour fonder le Troisième Reich. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'ascension d'Hitler, on en a fait une vidéo courte de 5 minutes. Et en fait, dans ce contexte-là, dans ce contexte d'état totalitaire, les jeunesses hitlériennes deviennent la matrice de l'endoctrinement. Ces jeunesses hitlériennes, ce sont des enfants en uniforme qui sont transformés en petits nazis totalement endoctrinés, et ce dans un seul but, servir le régime. Alors au début, on dirait un peu un mouvement scout. Il y a des chants, des marches et des campements. Sauf que là, tout est politique. Et en 1933, 2 millions de jeunes y ont adhéré, ce qui fait environ 30% des 10-18 ans de l'époque. Et 7 ans plus tard, 82% des jeunes sont passés par là. Bon, évidemment, puisque c'est le parti nazi au pouvoir, aucun juif n'y est admis. Le NSDAP n'a jamais caché son antisémitisme. Et comme beaucoup d'enfants à l'époque, les enfants Scholl décident de s'y inscrire, et ce contre l'avis de leurs parents, Robert et Magdalena, qui eux ne sont pas nazis. Sauf qu'en fait, les parents n'étaient pas du tout en position de choisir de les y mettre ou non, parce que ces organisations de jeunes poussaient les enfants à dénoncer leurs propres parents s'ils résistaient. Donc bien sûr, ça fout un peu la pression. Sophie rejoint donc la BDM, la Bund Deutscher Mädel, qui est la Ligue des jeunes filles, qui est en fait réservée aux jeunes filles aryennes de 14 à 18 ans. Uniforme, sortie, chant, c'est séduisant et c'est même fait pour. L'ambiance elle est hyper chaleureuse et on se croit finalement un peu en colonie. Bon, c'est anecdotique, mais comme on va en reparler tout à l'heure, je te le dis quand même, mais dans le même temps, Sophie tombe amoureuse d'un certain Fritz Arnagel, qui est un jeune homme très séduisant. Bref, pour elle, à ce moment-là, c'est un peu le paradis. Mais l'idylle va vite tourner au cauchemar. Parce qu'un matin de 1937, la Gestapo, qui est donc la police politique du régime nazi, perquisitionne chez la famille Scholl. Hans, le frère de Sophie, est arrêté et embarqué pour avoir, tiens-toi bien, lu des livres de Stefan Zweig dans le cadre d'un cercle de lecture clandestin. Stefan Zweig était un auteur juif viennois. Et pour Sophie, à ce moment-là, c'est le choc. Une dictature qui emprisonne pour avoir lu des livres, ça la révolte.
Elle comprend qu'elle ne peut pas faire confiance à ce régime qui jette les adolescents en cellule, et donc cet événement agit un peu comme un déclic. C'est cet événement-là précisément qui va la faire oublier ses années au sein des jeunesses hitlériennes, c'est cet événement qui ouvre ses yeux d'enfant et qui plante au fond d'elle la graine de la résistance. Bon, entre deux, la Seconde Guerre mondiale éclate. Son petit ami Fritz Arnagel, qui est officier de la Wehrmacht, est mobilisé à l'Est. Ils s'aiment dans des parenthèses volées, ils s'échangent des lettres comme pour apporter un peu d'humanité dans ce contexte difficile. En 1941, Sophie est réquisitionnée au service agricole et elle déteste cette abrutissante vie de groupe. Et en secret, elle lit les Confessions de Saint Augustin et la foi nourrit chez elle une idée simple qui est la conscience avant l'obéissance. 3 ans après le début de la guerre, en 1941, Sophie s'installe à Munich. Elle commence des études de biologie et de philosophie et à l'université, elle retrouve Hans, son frère, qui étudie la médecine. Et avec Alexander Schmorell, un autre étudiant et bientôt Willy Graf, ils partagent un humanisme religieux, pacifique et antitotalitaire. Pour eux, Hitler n'est qu'un despote, un tyran qui répand le mal partout autour de lui. Et très vite, ce petit groupe décide de ne pas rester les bras croisés et d'agir. Et pour ce faire, il décide d'écrire, écrire et encore écrire. En fait, la stratégie de ce groupe, c'est d'écrire des tracts qui sont distribués dans toute la région et dans tout le pays, des tracts qui sont à destination des intellectuels allemands. Parce que selon eux, c'est de là que la résistance peut vraiment se construire. Ce sont eux les intellectuels qui ont les armes pour montrer et reconnaître les techniques d'endoctrinement et qui doivent se lever. Alors ils décident de rédiger un premier tract qui sera signé du nom de leur nouvelle organisation, de leur nouveau groupe de résistance, la Rose Blanche. Bon, puisque tu vas certainement te poser la question, les historiens ne savent pas trop réellement pourquoi ce nom a été choisi. On ne sait pas s'il s'agit d'une référence littéraire ou bien juste simplement dû au fait que la rose blanche est symbole de pureté. Et ces tracts denses sont truffés de références à Goethe et Schiller. Vous avez une responsabilité morale. Et puis au fur et à mesure, le groupe s'élargit, s'équipe d'une renéotypeuse et noie tout le sud de l'Allemagne sous les feuillets, par la poste ou en les disséminant lors de voyages. La rose blanche, à ce moment-là, est partout. 2 professeurs de l'université de Munich, dont Kurt Huber, deviennent d'ailleurs leurs mentors. À l'été 1942, Hans Schmorell et Willy Graf sont infirmiers sur le front de l'Est et ils voient de leurs propres yeux la boucherie que dément la propagande. Donc une fois de retour, les tracts se durcissent. Extermination de centaines de milliers de juifs, mise en cause ouverte d'Hitler. La Bible est même citée, le nazisme est accusé de blasphème. Parce que oui, pour ce groupe-là, la résistance c'est aussi un devoir chrétien. Et puis vient janvier 1943. À ce moment-là, la bataille de Stalingrad fait rage, et Goebbels s'appelle à la guerre totale. Et c'est ce moment-là que la Rose Blanche attend pour diffuser un 5e et un 6e tract. Cette fois-ci, c'est différent, le ton est encore plus vindicatif et surtout il ne s'adresse plus seulement aux intellectuels mais à tous les citoyens allemands et aux étudiants de tout le pays. Appel au refus d'obéir, à la désobéissance civile, au sabotage dans les usines d'armement, le message est clair. Ne soyez pas la chair à canon d'une tyrannie en chute libre. Et alors que la Gestapo était déjà paniquée par ce groupuscule qui envoie des tracts dans toute l'Allemagne, c'est désormais intolérable et ça met même Hitler hors de lui. Le 18 février 1943, à l'université de Munich, Hans et Sophie déposent des piles de tracts encore et encore. Et dans un geste de panache, Sophie en lance une liasse depuis la balustrade, ce qui attire l'œil du concierge qui décide de fermer les portes et d'appeler la Gestapo. Les jeunes ne cherchent même pas à fuir, en vérité ils assument pour protéger les autres. Alors le 22 février 1943, Roland Freisler, président fanatique du tribunal du peuple, arrive de Berlin pour présider en personne le procès. Un procès expéditif. À 14h, Sophie, Hans et Christoph Probst, qui a été arrêté après la découverte de brouillons chez lui, sont condamnés pour haute trahison, pour propagande subversive, pour complicité avec l'ennemi, pour démoralisation des forces militaires et incitation à la désobéissance civile. Ça sera la guillotine, et l'exécution aura lieu 3 heures plus tard seulement, à 17h. 30 minutes pour dire adieu aux parents, et Sophie s'avance vers la machine de la mort. Elle marche droite, convaincue d'avoir servi la vérité et que ses mots survivront. Sophie Scholl avait 21 ans.